Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr avec une première partie politique mais aussi une autre culturelle. On aura justement donc à recevoir l'artiste musicien héritier Watanabe, ça sera dans l'autre partie et je recevrai donc Rega Diana pour un échange avec lui, mais dans la partie politique, je la dirige, on aura à parler justement après l'investiture du gouvernement Judith Suminwa. La grande question c'est à quel niveau le programme gouvernemental va-t-il propulser la République démocratique du Congo? Investi, l'équipe gouvernementale de Mme Suminwa se donne plusieurs défis, la création de plus ou moins 6,4 millions d'emplois d'ici 2028, en finir avec la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette agression rwandaise, et de faire prospérer la République démocratique du Congo. Donc l'unité, la sécurité ainsi que la prospérité. Alors que du côté de l'opposition, par la voix de Christian Mwando, parle d'un chapelet des bonnes intentions. Quelle analyse faire du programme gouvernemental? Les questions soulevées par les élus lors de l'investiture de ces gouvernements ont-elles été pertinentes? Quelles sont les forces et faiblesses donc de ce programme quinquennal? Autant de questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Monsieur Jean-Luc Kong, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Jean-Claude, je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes cadre du parti politique AREP à Lubumbashi. Oui, en effet, je suis cadre, membre d'honneur du parti Agissons pour la République, AREP en sigle, du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Londombo. Voilà, on entend justement recevoir d'autres chroniqueurs politiques pour en débattre. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. À quel niveau donc le programme gouvernemental va-t-il propulser la République démocratique du Congo? On a eu la présentation magistrale, c'était au Parlement donc, de Mme Judith Touloukat et de son gouvernement, avec quelques grands défis. Création de 6,4 millions d'emplois, en finir avec la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et de faire prospérer le pays. L'opposition doute, parle d'un chapelet de bonnes intentions. Monsieur Jean-Luc Kong, on commence avec vous justement. D'une manière un peu générale, comment vous avez analysé la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Touloukat qui a vraiment duré une seule journée et puis les députés ont accepté donc ce programme? Oui, cette cérémonie a duré, c'est parce qu'il y avait de la qualité du débat, puisque les élus du peuple se sont comportés, ou soit ils ont rempli leur mission, et notamment celui de pouvoir examiner les politiques publiques que propose l'exécutif et de pouvoir trouver si ces politiques concordent avec les besoins et les aspirations de leurs électeurs. Et les élus du peuple ont passé au crible tous les programmes et ils ont apporté leur contribution en faisant des propositions au gouvernement afin de pouvoir enrichir son programme. Et cette cérémonie, pour moi, c'était protocolaire parce que nous savions tous que Madame et son gouvernement allaient être bien sûr investis puisque ce gouvernement, c'est un gouvernement issu d'une majorité écrasante au sein du Parlement. Et donc, tout était déjà préparé pour que le gouvernement soit investi. Tout a été préparé pour que le gouvernement soit investi. Alors, parmi les quelques défis que Mme Suminwa et son équipe se sont donnés, vous pensez que ce sont les défis réalistes, réalisables, et les défis qui répondent directement aux besoins de notre population? Oui, du fait que
bon, ce programme il est réaliste du fait qu'il ne s'inscrit pas dans une logique de rupture avec le programme quinquennal passé. Ouais. Donc c'est juste une suite logique. Si vous remarquez bien, moi j'ai lu tous les documents, de la page de couverture jusqu'à la dernière page. Donc vous vous rendez compte que quand vous lisez le programme du gouvernement Elou Kamba, celui des Sama et celui des Souminois, ce n'est qu'une suite logique. On reprend les programmes qui étaient dans d'autres documents qui n'ont pas été achevés ou qui l'ont été à moitié ou à une certaine partie ou à un certain niveau pour pouvoir amener cela à l'accomplissement. Et donc, c'est une suite logique. Est-ce que ce n'est pas un risque de s'inscrire dans la continuité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le gouvernement Sama était une réussite et on décide de s'inscrire dans sa continuité de l'action? Ce n'est pas un risque que Mme Toulouka prend là? Un risque, bon, je ne sais pas comment vous pouvez vous qualifier cela de risque. Mais du fait que ce n'est pas les mandats de Mme Toulouka, c'est les mandats du chef de l'État. Et donc, Mme Toulouka est là pour exécuter la vision du chef de l'État. Et donc, le chef de l'État qui avait fait des promesses au peuple congolais et qui avait accordé sa confiance au gouvernement Sama. Et le gouvernement Sama avait conçu son programme en s'inscrivant aussi dans la vision du chef de l'État. Tout à fait. Ce n'est qu'une suite logique que madame vient hériter. Et pour cela, ça ne nous demande pas de pouvoir juger si madame hérite d'un échec ou plutôt d'une réussite ou d'un verre à moitié plein, moitié vide. Mais si là vous voyez à moitié vide, moi je vois à moitié plein. Tout à fait. Alors on va commencer par la création de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Ça c'est le défi qu'elle s'est donné. Ce n'est pas la première fois qu'on a quand même de tels programmes ou de tels défis. Est-ce que ça c'est quand même un peu réalisable selon vous en République démocratique du Congo? Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays à plusieurs opportunités. Et je crois dans la structuration du programme de madame, vous vous rendez compte que les 3 premiers piliers sont des piliers qui s'enchevêtrent. Du fait que l'accomplissement de l'un impulse directement l'accomplissement de l'autre. Si on peut parvenir à réussir le pari de la diversification de l'économie, cela permettra, parce qu'on ne peut pas diversifier l'économie si on ne crée pas des industries, si on ne soutient pas l'émergence ou la progression de l'agriculture. Et pour que cela soit possible, il faut soutenir des start-up ou des petites et moyennes entreprises et des coopératives. En soutenant cela, je crois que le jeune qui œuvre dans ces petites et moyennes entreprises, ils peuvent facilement trouver de l'emploi. Et donc, même quand vous regardez dans les cadres d'évaluation du programme de madame, vous vous rendez compte qu'il y est prévu de pouvoir former et engager les jeunes qui seront formés sur base de ce programme ici. Donc, ce programme donne l'objectif de pouvoir former un jeune et de pouvoir l'engager. Donc, moi, je crois que cela est possible. Ce n'est pas impossible dans un pays comme le nôtre, qui a de multiples postes d'opportunités. Tout à fait. Voilà, on va recevoir M. Jérémy Banza, qui est communicateur du Nouvel Élan, avec directement la question. Quelle est votre analyse d'abord de manière générale par rapport à cette cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Toulouka? Merci beaucoup, M. Sefou. Et je salue aussi mon co-débatteur sur ce plateau. Oui, c'est M. Jean-Luc Kong, il est cadre du parti AREP, Agissons pour la République de Guy Luando. Je vous en prie. Merci. Et aussi, je voulais dire la bienvenue dans cette façon de parler République et de manière République. Et aussi, j'ai permis, parce qu'il s'agissait d'un fait d'actualité pour l'église de Compassion qui est endeuillée, de la femme du pasteur Marcelo, à qui j'ai dit encore toutes mes compassions sur ce plateau de héritage. Et s'agissant de votre question que vous avez posée sur la manière dont j'analyse l'investiture de l'équipe de Madame Judith Toulouka, effectivement, c'est quelque chose qu'on attendait d'ailleurs depuis un certain temps. Comme je ne cessais de le dire, il y a
tellement il y a eu des tergiversations, des tractations pour arriver à l'investiture de ces gouvernements. Et chose faite. Mais au-delà de ça, c'est que le défi est tellement énorme pour l'équipe de Madame Soumino, bien que la taille du gouvernement tellement éléphantesque, ce qui va encore peser sur même le budget pendant ce quinquennat qui est de... Non, pas de 54 membres. Hein? Ça, 54 membres. C'est toujours éléphantesque. Éléphantesque, ne vous en faites pas. D'ailleurs, ils vont encore en ajouter un autre ministère préliminairement pour combler cette bourde qu'ils ont commise en omettant la province du Maniema qu'elle soit représentée, alors que c'est constitutionnel de cette représentativité gouvernementale de toutes les provinces. Et déjà que nous avons le budget qui a été détaillé, qui est de 92,6 milliards de dollars pour le 5 ans, c'est-à-dire ce qui fait au moins 18 milliards par an. C'est quelque chose c'est ambitieux, que nous félicitons, mais au-delà de ça, il y a beaucoup plus de questions maintenant de suivi, de répartition même de ce budget, dans la manière même de collecter, dans la manière même de trouver ces fonds-là. Donc la mobilisation de ces recettes. La mobilisation, merci pour les termes. Alors c'est ça que même beaucoup plus Madame Judith Toulouka, qui est une femme ambitieuse, et c'est possible d'en arriver si jamais on tient toujours compte de ces slogans même qui encensent même ces programmes de gouvernement, le peuple d'abord. Si jamais tel est le cas, en tout cas, l'objectif sera atteint. Et si aussi, au-delà de ça, que l'Union sacrée ne se constitue pas avec ses 477 députés, ne se constitue pas en une famille où les linges sales se lavent en famille, je crois que le 18 milliards sera atteint, parce que déjà cela a fait preuve, parce que depuis 1997 jusqu'en 2003, jusqu'à ce que le président, l'excellence Adolphe Muzito est arrivé comme Premier ministre, avant le budget n'était que de 800 millions de dollars en ressources propres, mais avec Adolphe Muzito c'est passé à 3 milliards, jusqu'à pratiquement le 20 ans c'était de 3 milliards, et c'est quelque chose que même nous avons félicité à l'époque avec le régime de M. Tshisekedi, qui a mené ça à 10 milliards en ressources propres. Et le programme détaillé par Mme Judith Toulouka en ressources propres, qui sait qu'il peut arriver à 13 milliards de dollars, c'est quelque chose que nous apprécions. Mais la grande question ici, c'est par rapport à la répartition de ces fonds-là, de ces sommes-là, par rapport aux provinces, parce qu'il y a la grande question aujourd'hui qu'il ne faut pas minimiser, de la retenir à la source des 40%. Vous voyez, si ces choses-là sont en tout cas démises, effectivement, il y aura le peuple d'abord qui sera au centre. Donc pour vous, ce programme, il est ambitieux, mais il est quand même réaliste. Au-delà du budget et tous les programmes en entièreté. En entièreté, quand on prend c'est un programme ambitieux, comme d'habitude d'ailleurs, parce que quand vous regardez même le programme qu'avait présenté Samalou Kondé en 2021, qui était aussi un programme ambitieux, mais à la fin, nous avons vu que c'était même pas les un quart de programme d'action qui a été réalisé. Même pas un quart. Je vous dis même pas les un quart, parce que ce qui était notamment, je ne vais pas peut-être dénuder ici ce qui était prévu autrefois dans le programme d'action du gouvernement Samalou Kondé, notamment l'éradication de l'insécurité à l'Est, notamment faire que le social de peuple congolais change, mais c'était le contraire. Plus les années passées, plus encore l'économie ou les sociales des peuples congolais allaient en décrescendo, ce qui n'a pas bénéficié. Donc nous voulons que ça ne soit pas le cas aussi pour Mme Soumino, tellement c'est ambitieux, mais si jamais elle se met effectivement au travail, et j'insiste,
et que l'union sacrée ne se constitue pas à une famille où les linges sales se lavent en famille, je crois que les choses vont aller. Monsieur Jean-Luc Congo, on va parler maintenant de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle venait d'ailleurs de prendre les commandes depuis hier où il a affirmé qu'il va tout mettre en œuvre pour éradiquer cette agression. C'est avec quelle approche aujourd'hui cette nouvelle équipe va-t-elle s'y mettre pour mettre fin à cette agression rwandaise ou à l'insécurité dans quelques poches en République démocratique du Congo? Eh bien, je l'avais dit l'autre fois à l'émission passée que en regardant la structure du gouvernement, vous vous rendez compte que les ministères de guerre sont occupés par des personnes en fait diplomatiques. Quand vous regardez le ministère de l'Intérieur, vous regardez le ministère des Défenses, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui arrivent, ce sont des réformalistes. Ils sont arrivés juste pour amener quelques réformes et restructurer les ministères. Mais cela n'exclut pas la carte de guerre sur la table du chef. Il peut toujours changer, il est le chef, il peut toujours changer de logique à tout moment. Mais au vu de la détermination du gouvernement, notamment Madame la Première ministre, et ces deux ministres, notamment celui de l'Intérieur et celui de la Défense, ils sont déterminés à ramener la paix dans la partie de l'Est. Et lorsque vous lisez le pilier 2, je crois, c'est le pilier 3, qui parle sur la défense, ouais. Et on y prévoit quelques réformes, notamment la création d'une structure de suivi des opérations et de planification et d'anticipation des menaces de l'ennemi. Et ben, là où je vais dire que pour moi, cette structure-là, sur cette question-là, je vais m'accorder un peu avec l'honorable Bindoulé. Ouais, il y a eu vraiment les députés qui a été contre. L'honorable Bindoulé, je suis d'accord avec lui du fait que l'armée, c'est une structure complexe. Lorsque vous y placez ou déplacez une pièce, ça risque de tout chambouler. Alors pour moi, si j'étais dans les sillages, je proposerais que cette structure qui sera créée puisse être attachée au ministère de l'Intérieur, ne puisse pas être attachée au niveau de la présidence. Puisque si c'est attaché au niveau de la présidence, ils vont se croire comme la deuxième armée, soit deuxième GR. Et donc, il y aura toujours des étincelles entre cette structure et le haut commandement de l'armée, l'état-major général. Mais là, c'est ce que je proposerais. Elle va changer parce que c'est dans son programme. Oui, les programmes sont perfectibles. Okay. Oui, et c'est pour ça qu'on les amène devant le Parlement. Okay. C'est pour présenter au Parlement et que les élus du peuple disent non, là-bas nous voyons que le peuple n'y voit pas son intérêt. Nous ne voyons pas l'intérêt de nos électeurs là-bas. Il faut pour que notre peuple puisse en profiter. Faites ceci, faites cela. C'est comme ça. Les programmes sont perfectibles. Et donc, moi, je proposerais que cette structure-là puisse être peut-être un simple cabinet conseil auprès du ministère de l'Intérieur ou auprès du Conseil de sécurité. Tout à fait. Dont l'objectif sera peut-être l'étude dans les menaces futures, l'étude sur les opérations, les tactiques, et proposer, et non pas s'ériger en au commandement. Tout à une structure qui doit décider aussi. Voilà, non. Donc ça doit être un cabinet conseil. Voilà, merci. Monsieur Jérémy Banza, l'approche sécuritaire, on connaît la crise qu'il y a dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans différentes poches en République démocratique du Congo. Elle a expliqué qu'elle a la volonté de mettre fin, mais elle a donné quelques pistes. Vous pensez aujourd'hui que cette approche pourrait être efficace pour rétablir la paix? Moi, je pense, à mon sens en tout cas, c'est possible. Parce que j'ai aimé la réflexion de l'honorable Butakwira qui a donné cette pensée bantou qui dit que lorsque un sorcier est connu, identifié, c'est fini. Il est dépouillé de sa force. C'est-à-dire que ça fait maintenant un bout de temps, on essaie de dénoncer, on essaie de montrer où ça ne va pas. Et effectivement, d'ailleurs, même parce que pour parler même en termes, est-ce que l'armée, cette restructuration, même il y a déjà même la loi sur la programmation militaire qui encense encore davantage pour que nous ayons au moins une armée capable de défendre l'intégrité territoriale.
territoriale. Et quand vous regardez les approches mises par ou soulevées par Mme Soumina dans son programme d'action, c'est des approches effectivement qui peuvent nous amener effectivement à avoir une armée capable de faire même peur à l'étranger. Et c'est possible parce que nous avons cette capacité. D'ailleurs, quand on regarde l'armée congolaise a déjà eu à faire des preuves dans les temps où à chaque fois que l'intégrité territoriale était menacée, cette armée, la même armée, était à même de bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Mais aujourd'hui, la grande question qu'on a déjà à plusieurs fois soulevée sur ces plateaux, ou à dire tout haut, c'est par rapport à la manière dont on prend en charge les social de ces militaires. C'est beau bien qu'on dise ici que 1 milliard, plus de 1 milliard de dollars, 1 milliard 500 sera destiné juste à la défense et à la sécurité. Mais comment les personnes qui sont placées pour que le gens ou le militaire soit moralisé à tout moment, afin qu'il ne puisse pas avoir des problèmes, notamment. Je ne veux pas dire qu'ici j'ai des frères qui sont en armée, dans cette armée, qui sont en train de combattre pour notre pays. Et quand vous regardez à un certain moment leurs enfants, c'est quand vous vous rendez compte que le gouvernement ne tient pas compte des enfants de militaires, ne tient pas compte des femmes de militaires, il faut que je le dise ici. Pourquoi à chaque fois qu'ils sont là-bas et qu'ils doivent être dérangés par leur famille, nous manquons de ceci, nous manquons de cela, vous pensez que ça va les encourager à faire leur travail? Non, je ne pense pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le 1,5 milliard, que ce soit effectivement canalisé pour que chaque militaire, toute personne qui entre dans le service militaire, ne puisse pas manquer de base. Vous voyez? Et pas seulement lui, même sa famille. Et ça, nous allons arriver effectivement à ces approches que Mme Soumina a soulignées dans son projet d'action gouvernementale. Avant d'aller un peu plus loin, vous, M. Jean-Luc Kong, est-ce qu'il y a quelques questions soulevées, propositions soulevées par l'Assemblée par rapport à ce programme? Est-ce que ces approches-là vous ont-elles été un peu pertinentes? Vous avez apprécié les débats? Il y a eu des approches très pertinentes, des questions qui ont été soulevées par les élus du peuple, qui m'ont personnellement, qui ont attiré mon attention. J'ai soulevé ici les cas de l'approche de l'honorable Bindoulé. Je pourrais aussi souligner l'approche de l'honorable Marcel Tupépélé, qui a plaidé pour la construction ou la prise en compte de la route, je crois, qui doit relier Tchikapa, Kananga, Mbujimai, aller jusque dans les Kivu. Et il a aussi plaidé pour le site Katende au niveau du Kasaï. Et d'ailleurs, l'honorable président du Parlement lui aussi a insisté là-dessus. Et donc, il y a des questions pertinentes, des propositions, notamment aussi au niveau de l'éducation. J'oublie les noms de l'honorable qui a soulevé cette question. La dame aussi, Kavira, on en a parlé sur les réseaux. La dame a donné des très bons conseils au Premier ministre. Justement, voilà, les immixtions, tout ça. Oui, ça ne manque jamais des gouvernements parallèles, ça ne manque jamais dans tout. Mais ça affaiblit les pays. Ça affaiblit l'action de l'exécutif. Et ça aussi. Bon, ça dépend aussi de la personnalité. Parce que quand M. Jérémy parle, il insiste, est-ce que l'Union sacrée va-t-elle régler ces problèmes en famille? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Union sacrée va-t-elle constituer en solution à ce gouvernement, ou c'est aussi un petit problème à Mme Judith? Eh bien, comme je le disais tantôt, dans chaque regroupement ou dans chaque famille, si je dois être un peu, si je dois le dire dans ces termes, il ne manque jamais des personnes qui viennent troubler l'ordre ou qui sont en ordre parallèle avec la logique du groupe. Mais tout dépend maintenant de la capacité de maîtriser ces personnes-là et de pouvoir les ramener dans la vision et du groupe de manière globale. Et donc, moi, je crois dans le leadership de Madame la Première ministre, et je suis sûr dans sa capacité à pouvoir mener les troupes vers la bonne action, l'action efficace et efficiente. Efficiente, voilà. La question maintenant qui vient, c'est sur la prospérité. Je vais revenir et accorder les mêmes timings à M. Jérémy Banza.
les sociales. Dès qu'il a pris la parole, il a parlé quand même de ces sociales qui semblent ne pas suivre un tout petit peu les bonnes volontés de toutes les politiques mises en place jusqu'ici. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le gouvernement souminois, c'est déjà une solution par rapport aux problèmes sociaux de notre pays? Il faut rappeler que Madame la Première ministre vient du ministère des Plans. Ouais. Donc c'est un ministère qui planifie les développements, les actions prioritaires. Et en fait, il y a des gens qui disent que c'est un ministère elle n'était monitoring. pas sentie. En fait. Non, le ministre du Plan, il n'était pas vraiment senti. C'est d'après l'opposition. Il n'était pas bavard. Non, sur le terrain, sentir. Oui, on sentir. peut voir. Et en fait, nous sommes Congolais, nous savons tous. Quand les gens parlent de se faire sentir, il faut parler. Il faut parler, il faut paraître, tout ça. Mais quand vous la regardez, c'est une dame discrète. Elle est réservée. Et donc, comme je le disais tantôt, le ministère du Plan, c'est un ministère monitoring. En fait, ils planifient le développement global de notre pays, les actions prioritaires et ce qui est fait, ce qui doit être fait, voilà. Donc, elle sait ce que notre pays a besoin parce qu'elle vient, c'est elle qui planifie cela. Tout à fait. Donc, je suis sûr qu'ils savent par où commencer. Mais si moi, je pouvais avoir un conseil à donner, je pouvais toujours insister sur le pilier 2 le pilier 2 du programme gouvernemental. Lorsqu'il parle de l'aménagement du territoire et la réfection des routes des dessertes agricoles, moi j'insisterai parce que j'ai vu qu'on a parlé du chemin de fer de manière un peu frôlée. Donc je voudrais insister sur le fait que il y a la route, plutôt les chemins de fer qui relient Lubumbashi à Maniema, de Lubumbashi à Ilebo. Ce chemin de fer peut relier plus de 9 de nos provinces, de nos 26 provinces. Lorsque vous prenez cette route ou ce chemin de fer, ça quitte le Haut-Katanga, ça traverse le Lualaba, ça traverse le Haut-Lomami, ça traverse l'Omami, ça va Kasaï oriental, Kasaï occidental, plutôt Kasaï central, dans les Kasaï, jusque dans les Kasaï. Et quand vous prenez de l'autre côté, ça va vers Maniema. Et je crois, j'oublie le nom de la ville où ça part Chité. Donc c'est un chemin qui peut relier 10 de nos 26 provinces. Donc vous imaginez les provinces que j'ai citées ici, quand vous prenez Maniema qui produit de l'huile de palme, qui produit du manioc, qui produit du maïs, vous prenez les Kasaï qui produisent les manioc, les maïs, donc vous vous rendez compte que si ces provinces sont reliées, en tout cas, le Lubumbashi n'aura plus besoin d'aller. Donc, chemin de fer, agriculture, ça pourrait déjà permettre au gouvernement de faire un gros coup dans les sociales. Voilà, puisque nous n'aurons plus besoin d'aller en Zambie acheter la tomate. Au Kasaï, de passer par l'Angola. Voilà, nous n'en aurons plus besoin. Tout à fait. Alors, M. Jérémy Banza, socialement, vous y étiez déjà critique de l'entame par rapport aux politiques mises en place jusqu'ici. Pensez-vous que voilà, les quelques argumentaires de Mme Souminois suffisent pour permettre à ce qu'elle se constitue en solution à ces problèmes sociaux? Déjà, permettez que je rebondisse un peu sur ce que mon co-débatteur disait sur ces plateaux. C'est même là que quand on critique Mme Souminois, alors qu'elle était chef de ce portefeuille de ministère des Plans, dans le sens même de ce planning, on sent que si jamais j'apprécie la maîtrise du territoire national de mon co-débatteur sur ce plateau, de différentes routes qui peuvent faire à ce que le centre urbain soit approvisionné en produits alimentaires qui viennent d'ici chez nous. C'est notamment par le fait qu'au lieu d'aller vite en besoin dans le PDL 145 territoires pour construire de bâtiments, de ceci, cela, qui, on ne sait même pas arriver à ces bâtiments parce qu'il manque de routes. En principe, on devait commencer d'abord par la construction des infrastructures routières pour faire ce que d'abord que le 26 provinces soit désenclavé et puis passer à la construction maintenant Monsieur Jérémy, vous critiquez les projets 145 territoires? Les projets 145 territoires en soi n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est par rapport aux approches qui ont été retenues pour arriver à ce qu'on nous parle. Parce que
vous allez vous rendre compte que d'abord, on a le point où l'accent a été mis sur la construction de bureaux administratifs, des écoles. C'est beau, bien. Mais la grande question ici, parce que même quand on fait des sondages, on pose des questions. Nouvel élan, je vous ai toujours dit qu'elle est représentée pratiquement sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Quand on pose nos compatriotes qui vivent au fin fond, on leur pose des questions. Est-ce que vous avez d'abord besoin des bureaux, de ceci, de cela? Non, d'abord des routes pour nous permettre à évacuer les produits agricoles que nous produisons ici dans les territoires des villages. Mais malheureusement, l'action était laquelle? C'était d'abord de construire des bâtiments, de construire des... C'est bien, mais cela n'était pas urgent. Vous voyez, parce que l'urgence ici, c'est d'abord d'arriver à désenclaver la République démocratique du Congo par la construction des infrastructures routières. C'était ça l'urgence, à mon sens. Et maintenant, au regard de ça, déjà, peut-être aussi la question que vous lui avez posée ici, sur les constats, même des observations qui ont été faites par les députés. Ici, moi, parce que Nouvel Élan a eu à faire des observations d'abord, notamment en ce qui concerne la pression fiscale. Parce que c'est très important, cette question. Nous avons démontré que, au regard de la manière dont la République démocratique du Congo est aujourd'hui, la manière dont le budget, par exemple, du gouvernement qui est de 18 milliards par an, il était possible même d'aller au-delà. Pourquoi? Si le gouvernement aurait mis l'action sur les réformes, les réformes fiscales, cela allait entraîner, bien évidemment, aller avoir un impact même sur le budget. Et donc le budget ne devait même pas avoir celui de 18 milliards. Ça allait être au-delà. Et au-delà, nous avons fait une autre observation, parce que ça va même dans les sociales, parce que c'est même ça la question qui fait aussi débat aujourd'hui, de la création dans cette période de 2024 à 2028, de 6,4 millions d'emplois. C'est-à-dire, en moyenne, c'est 1,5 millions d'emplois par an. Et pourtant, aujourd'hui, les statistiques montrent que au moins chaque fin d'année, nous avons au moins 3 millions de jeunes. Mais c'est un début, monsieur. Qui cherchent l'emploi. C'est un début. Vous voyez. Et donc, ça fait que par rapport à 1,5 par an, c'est-à-dire 6,5 millions sur les 5 ans, c'est minime. Mais il y a un débit pour toute chose. C'est vrai qu'il y a un débit, mais c'est minime par rapport à la taille, par rapport à ce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une autre question aujourd'hui qui est très importante. Vous savez que le gouvernement, au nom de la continuité des institutions de l'État, quand vous regardez même les projets, les contrats sino-congolais, parce que les partenaires chinois ont eu à bénéficier au moins de 2 mines, des mines, ici en République démocratique du Congo. Mais après 10 ans, c'est vrai qu'après la renégociation de ces contrats sino-congolais, les Chinois, ses partenaires, ont promis à la République démocratique du Congo à donner 7 milliards de dollars. Ce qui fait par an au moins 324 millions de dollars. Mais au fond, quand vous regardez, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, c'est des questions aujourd'hui. Si le gouvernement essaie de mettre un accent, on peut avoir plus ce qui est prévu pour nous permettre à ce que, effectivement, qu'il y ait la reconstruction de routes et pour permettre à ce que même cela va entraîner à ce que le social des peuples congolais soit amélioré. Monsieur Jean-Luc Combe, les projets 145 territoires sera les piliers, ça on le sait, de cette équipe des Souminois, ce qui est vrai. Mais quand on émet quand même quelques réserves ici, elles vous semblent être réalistes à prendre en compte dans la réalisation de ce projet? Je vais un peu être en contradiction avec mon co-débatteur, puisque les projets 145 territoires contenaient des volets. Le premier volet qui consistait à la construction des bâtiments administratifs et des écoles, qui sont très importantes pour les écoles, bien sûr, qui sont très importantes pour l'éducation de nos jeunes frères et sœurs. Vous savez que les statistiques disent que depuis que la gratuité de l'enseignement, il y a eu les salles des classes qui ont été qui sont remplies. Il fallait désengorger ces salles de classes là. Et donc aussi, moi j'ai été un peu dans le fin fond de cette province. J'ai été dans presque 6 de ces territoires, 6 ou 7 de ces territoires.
Donc je connais la réalité dans l'arrière-pays. Il y a des écoles, moi j'ai été à l'inauguration de l'école musée Laurent Désiré Kabila à Kassomé, non, j'étais là-bas, le jour que le Premier ministre inaugurait, et l'école dans laquelle nos petits frères étudiaient, lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que même les poules ne peuvent pas être ici. Donc on ne peut pas élever des poules là où il y avait les enfants qui étudiaient. Et donc c'était nécessaire, c'était urgent, c'est une action urgente qu'il fallait faire. Okay. Mais le deuxième volet arrive, c'est pour cette année que ce deuxième volet doit être mis en application, qui concerne notamment les routes des déserts agricoles et les routes pour les ralliements du territoire national. Oui. Donc c'était nécessaire. Et bon, je vais convenir avec lui sur l'allègement de la pression fiscale. Moi, je suis entrepreneur et j'en sais quelque chose. Et vous savez, dans le premier volet, le gouvernement prévoit de pouvoir construire des corridors régionaux, bon, plutôt participer à la construction des corridors régionaux, bon, tout ça. Mais moi, je me dis, le problème de notre pays, ce n'est pas encore là-bas. C'est ce que moi je pense. Lorsque vous regardez, vous arrivez à Kasumbalesa, il y a plus de 5 points de sortie. Sur les 5 points de sortie, 2 simplement sont contrôlés par les services de l'État habilités. Et les autres points sont contrôlés par les contrebandiers, qui sont des partis politiques connus. Tout à fait. Bon, je ne vais pas citer plutôt les noms des partis politiques. Rapidement. Donc, et les gens qui contrôlent ces points-là favorisent ceux qui fuient l'imposition au niveau du couloir officiel et sortent par les couloirs des contrebandiers. Tout à fait. En sortant par les couloirs des contrebandiers, la marchandise sort à moins cher. Okay. Ils arrivent ici, ils vendent à moins cher. Et nous qui sortons par les couloirs officiels, nous arrivons sur le marché, il nous est impossible de pouvoir vendre la marchandise. Pourquoi? Parce que les prix, hein, il y a les prix promotionnels de ce côté-là qui favorisent un peu, qui ne favorisent pas en fait l'émergence des jeunes entrepreneurs ou des jeunes importateurs. Et moi je proposerais, quand vous arrivez au niveau de ces points-là, vous vous rendez compte que le peuple congolais sort de la Zambie presque avec tous les produits vivriers. La tomate, l'oignon, les sucrés, tout. Le sucre, les haricots, le maïs. Mais pourtant, ce sont des produits qui peuvent être produits localement et créer de l'emploi pour nos jeunes. Vous voyez. Donc, moi, je pense qu'il faut... Nous travaillons sur un projet agricole avec un ami. On s'est rendu compte que d'abord, l'acquisition des terrains, très difficile, mais aussi pour pouvoir obtenir... pour que notre boîte puisse obtenir des documents officiels, c'est compliqué. Très difficile. Donc, pourtant, vous êtes au pouvoir. Non, en fait, le pouvoir, ça ne veut pas dire que je devrais obtenir des faveurs. Ouais. Si moi j'obtenais des faveurs parce que je suis du pouvoir, mais quel sera son sort? Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes des républicains. Ouais. Nous faisons la politique, c'est pour notre peuple. Nous faisons la politique, c'est pour la République. Puisque aujourd'hui, moi, je peux mourir, mais si je meurs, quand sera-t-il de celui qui viendra après moi? Merci. Qui ne sera pas du pouvoir? Merci. Monsieur Jérémy Banza. Voilà, en définitive, là, on va voir si les députés ont-ils eu raison de pouvoir valider ces programmes-là. Quelles sont, pour vous, les forces, en tant qu'opposant, bien sûr, mais vous avez suivi ces programmes, vous dites, là, Mme Toulouk a frappé un grand coup, et si elle réalise ces points-là, je crois que ça sera une réussite. Quelles sont les forces, pour vous, de ces programmes quinquennales? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Déjà, la première des forces, c'est que au fond de Mme Toulouka, il y a une volonté politique extrême. Et cette volonté politique peut effectivement l'amener à réaliser ces projets ambitieux, ces programmes ambitieux du gouvernement. Mais cependant, si jamais, comme je l'ai insisté, c'est très important parce que vous allez, c'est au regard de l'analyse de ce qui s'est passé avant son investiture, ces gens, l'Union sacrée, les membres de l'Union sacrée, qui certains se foutent de peuple congolais, ils essaient de tirer les ficelles pour permettre... Donc vous pensez que l'Union sacrée ne va pas faciliter la tâche? Déjà, si les gens ne sont pas disciplinés au sein de l'Union sacrée, si les gens
n'essaye pas de personnaliser les institutions, comme ce fut dans les cas passés, où certains individus pensaient qu'ils étaient l'alpha et l'oméga. Si lui n'est pas là, l'institution ne va pas fonctionner. Ouais. Dans ce sens-là, et qu'on laissait à Madame Soumino Toulouka d'exercer pleinement son pouvoir, je crois que beaucoup de choses vont arriver. L'autre point positif dans ces programmes d'action du gouvernement de Madame Soumino, c'est le fait qu'on essaye de le 1,5 milliard, je crois que c'est la première fois qu'on essaie de doter à l'armée une telle somme. Ceci, c'est pour dire qu'il y a la volonté, encore comme je le disais, de vouloir éradiquer une fois pour toutes la guerre à l'Est pour que nos compatriotes rentrent dans leurs lieux respectifs, leurs demeures naturelles, pour qu'ils vaquent à leur occupation et qu'ils ne puissent pas, comme c'est le cas aujourd'hui, ils sont entassés dans un lieu qui ne dit pas son nom, et cela ne favorise pas est-ce que la République démocratique du Congo soit digne d'être appelée République démocratique du Congo. L'autre point positif que j'ai retenu encore de ce programme d'action de Mme Soumino Toulouka, c'est le fait qu'elle essaie au moins de se disponibiliser, d'être attentive, par rapport aux observations qui ont été faites, parce que dans son intervention, vous sentez qu'elle est disposée à vouloir intégrer toutes ces observations pour permettre à ce que son action gouvernementale soit efficace. Voilà au moins les quelques points. Monsieur Jean-Louis Kong, parmi les faiblesses, Monsieur Christian Mwando lui a carrément parlé d'échapper des bonnes intentions, tout un programme où il regrette de voir qu'elle a priorisé plus la création d'emplois plutôt que l'option sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pensez que non, il y a quand même des options réalisables? C'était la première question. Christian Mwando, ses observations? Non, mais j'ai trouvé Christian Mwando très radical. Non, pas radical d'ailleurs, c'est trop dire. Christian Mwando était dans la peau d'une personne dans l'obésité intellectuelle. Pourquoi? Parce que j'ai considéré qu'il n'a pas eu le temps de pulser ou de lire le programme. Il s'est contenté, il s'est dit, je suis opposant, je dois parler comme opposant. Et il a pris le micro. Dites-moi vous aussi, lorsque vous l'avez entendu, vous avez suivi dans son intervention, soulevé juste un seul point du programme. Cela signifie qu'il n'a pas eu le temps de lire le programme. Il s'est contenté simplement de dire les choses comme le dirait n'importe quel opposant qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas accès au programme du gouvernement. Pourtant, il en a eu le temps. On lui a remis le document des jours avant. Il pouvait les lire. Et donc, moi, je pense que ce programme est ambitieux, comme nous l'avons dit depuis le début. Et tous les axes sont réalisables. Et l'axe sécuritaire, j'ai relevé ici, qui est soutenu dans le pilier 3 du programme du gouvernement. Toute personne qui a son smartphone peut aller sur les sites du gouvernement, il trouvera le programme et il n'a qu'à lire le pilier 3e où il est soulevé autant de réformes qui doivent être menées dans les secteurs sécuritaires, notamment au niveau du haut commandement de l'armée et au niveau de la police nationale pour la sécurité urbaine et périurbaine. Et donc moi, je considère que M. Christian, l'honorable Christian, n'a pas eu le temps de lire le programme. Voilà, pour finir, justement, avant de prendre la séance carton, quels sont les ministres qui seront sous pression par rapport justement aux besoins urgents de la population? Vous dites, ouais, tous les ministères sont importants, on le sait, mais il y a quand même certains qui vont travailler sous pression. Quelle est votre analyse par rapport à eux? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Je commence avec vous, comme vous êtes de l'Union sacrée, du parti arabe, M. Jean-Louis Kong. Quels sont les ministères sous pression aujourd'hui dont leurs animateurs doivent être très prêts à entrer déjà en danse? Donc, il faut savoir que nous sommes un pays en chantier. Donc, il n'y a pas un secteur à négliger. Tous les secteurs sont importants. Okay. Il n'y a aucun ministère qui peut dormir. Je lisais l'ancien Premier ministre, Kengo Andondo, et il disait, lorsque vous êtes Premier ministre, vous devez savoir que vous n'avez pas 8 heures de sommeil, vous en avez 3 simplement. Donc, il faut dormir 3 heures, travailler pendant les restes, pendant 21 heures. Ouais. Et donc, un pays comme le nôtre, le ministère de l'Agriculture, moi je crois
pour moi, c'est le plus important pour l'instant. Parce que j'ai toujours considéré que notre pays, si nous résolvons le problème du ventre, et donc je crois que cela peut impulser les autres secteurs. Et je crois aussi que le ministère de l'aménagement du territoire que dirige l'excellence Guy Londomboyo, c'est un ministère clé qui demande en fait de la pression, parce que lorsque vous lisez dans le deuxième pilier qui consiste notamment sur l'aménagement du territoire, il y a des grands chantiers à relever, des grands défis à relever. Et donc, cela demande aussi de la fluidité et de l'efficacité des ministères. Mais nous ne pouvons pas quand même négliger, du fait du contexte de notre pays, le contexte sécuritaire. Il faut savoir que les gens attendent Tout à fait. plus pour cette mandature au niveau de la sécurité. Il faut que la partie Est retrouve sa quiétude. Une minute avant de prendre la séance carton, monsieur, quels sont les ministres les plus attendus au fait de ces gouvernements? Généralement, chez nous, à Nouvel-Élan, on dit toujours qu'on ne peut pas construire un paradis social dans une économie déserte. Vous voyez, c'est que ça veut dire au fond, déjà, si ce secteur qui fait partie aussi, ces portefeuilles qui est aussi régalien, est beaucoup plus, avec une personne qui met effectivement son expertise, je crois que ça va entraîner. Vous savez, il y a des secteurs qui sont comme des leviers. Dès lors qu'on appuie sur ces secteurs, c'est pratiquement tous les autres secteurs qui sont en agriculture, sécuritaire. Parce que pour même la question sécuritaire aujourd'hui, ça nécessite énormément de moyens. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des paroles. Parce qu'il faut de la logistique appropriée par rapport au contexte. Vous voyez, c'est que ça signifie que des secteurs aujourd'hui, comme des secteurs économiques, si jamais il y a le ministre, le nom m'échappe, ils essaient de mettre son expertise. Le ministre des Finances, le ministre des Budgets, bref, tous les ministères régaliens de la République démocratique du Congo, s'ils essaient de mettre leur expertise et qu'ils ne voient pas l'intérêt, d'abord, les intérêts personnels ou les intérêts de leurs partis politiques ou pour faire plaisir à l'autorité morale, mais ils essaient de voir la République démocratique du Congo, ils essaient de voir l'intérêt général. Je crois que beaucoup de choses vont changer et on aura un autre langage. Alors, monsieur, on a 2 minutes, on va finir avec la séance carton. Allez, comme annoncé, donc on n'aura pas à prendre la rubrique culture. Elle va intervenir certainement prochainement. Nous, on finit notre option politique. Avec vous, monsieur Jean-Luc Kong, nous avons 3 cartons sur la table. Vous choisirez lesquels et vous l'adresseriez à qui? Je vous ai toujours dit, je déteste cette partie de l'émission. Ouais. Bon, je vais prendre les cartons verts que je vais adresser à madame la Première ministre pour son investiture et l'excellent programme qu'il a présenté, aussi la présentation magistrale devant le Parlement. Voilà. Et aussi, permettez-moi, je vais donner un carton vert à un député. Je ne le connais pas, il n'est pas de ma famille politique. En tout cas, il m'a donné, j'ai même écrit quelque part que ces électeurs devraient être fiers de lui, c'est le député Banzadio Lomami, j'ai oublié son prénom. Il est de Tanganyika. Le plaidoyer qu'il a fait pour sa province, en tout cas moi, c'était magistral. C'était magistral. Merci. Je salue ces électeurs. Voilà, merci. Monsieur Jérémy Banza, votre carton. Je prends le carton vert. Les verts, d'accord, oui. Pour encourager en tout cas son Excellence Adolphe Muzito, député, qui nous avons, au niveau des Nouvelles-Élan, nous avons eu à éplucher le programme du gouvernement et il y a eu au moins 7 observations qui ont été faites. Il programme ce jour la révision constitutionnelle, ce qui est... Écoutez, quand on parle de la révision constitutionnelle, parce que même la Constitution prévoit sa propre révision, donc ce n'est pas des questions taboues. Oui. Même la Constitution prévoit une révision pour la Constitution pour s'adapter selon les réalités. Et donc félicitations à lui et aussi aux députés de Nouvel-Élan qui travaillent qui représentent toute la nation
pour les observations et aussi toutes ces séries de questions posées à Madame Judith Souminois. Je crois qu'elle va intégrer, comme elle est quand même réceptive, et elle va intégrer pour permettre que son action gouvernementale soit efficace. Alors, messieurs... Oui, je me suis rappelé le nom des députés, c'est Banzalunda. Voilà. Banzalunda. Je tenais non parce qu'il m'avait... ses interventions m'avaient plu. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Dans 4 minutes, ma montre fait 100 fois. Vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Goma, 19h à Goma, 18h à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux en suivant nos programmes et au revoir.